tous et bienvenue sur Europe 1, c'est Sophie Peters. Nous sommes ensemble pour 2 heures de libre antenne jusqu'à 1h du matin durant le mois d'août. La ligne est à vous au 3921 pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte ou vous rend heureux. Certains débutent peut-être leurs vacances, d'autres ont peut-être pris le travail hier. Mais l'été est toujours une période particulière, un peu charnière, où on fait parfois le point sur sa vie, sur ses choix sentimentaux ou professionnels. C'est donc le moment idéal pour partager avec nous vos interrogations. C'est Théo et Quentin qui vous accueillent ce soir au Standard, au 3921, avec leur gentillesse habituelle. Sachez d'ailleurs que le Standard de l'émission ouvre dès 22h30. Et c'est Philippe Chartier qui réalise en habitué cette émission avec tout son talent. Vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 21 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Vous allez dans émission, contactez-nous et dans envoyer un message à l'émission, vous sélectionnez libre antenne. 39 21, j'attends vos appels. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Patrick. Allô ? Oui, on accueille Patrick. Oui, bonsoir Patrick. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez là. Je vous entends très bien Patrick. Vous êtes avec nous sur Europe 1. Enchanté. Et j'ai parlé, disons, un petit peu vaguement de ce qui m'est arrivé depuis 1 an. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis sorti d'une période très longue de dépression depuis 10 ans. Depuis mon divorce, disons, avec des accidents, un commerce qui n'a plus fonctionné, parce que je travaillais moi-même, ma femme ne suivait plus. Et moi, si vous voulez, ça m'a perturbé. Alors, pendant 10 ans, j'ai rien connu, j'ai rien vu. Je me suis refermé sur moi-même. Puis, d'un seul coup, il y a un médecin qui m'a dit, bon, c'est pas difficile. Il y a 2 solutions. Soit vous restez comme ça, vous continuez dans votre situation, ou alors on vous met 15 jours dans une maison de repos, où vous allez revenir regonfler. Mais moi, à croire que j'ai eu une piqûre de rappel. Oui. Moi, je me suis dit, je vais pas aller là-dedans. Un électrochoc, oui. Ça a été un électrochoc. Oui. Ma mère, qui a 85 ans, on lui a dit la même chose, mais elle, ça a été le contraire, ça a été la dégringolade. Bon, c'est pas, on n'est pas là pour ça. Si vous voulez, c'est parce que ma mère, elle est, comment vous expliquer, elle a des problèmes neurologiques. Mm-hmm. Elle n'est pas Alzheimer, mais elle est déficience due à l'âge, qui est à peu près pareil. Bon, moi, comme je m'occupe de ma mère qui est relativement dure du fait que je suis son fils unique, moi, ça m'a dit, il faut que vous sortiez au moins 2 heures par jour pour dire de décompresser, sinon vous êtes foutu. Ouais. Alors, j'ai commencé à sortir. Bon, d'abord le week-end, le vendredi, le samedi, puis après un petit peu tous les jours, j'allais boire des copains dans un café. Et bon, j'ai fait des rencontres, tout ça, mais rien n'aboutit. Je me dis, est-ce que je suis dans les bons endroits? Est-ce que je rencontre les bonnes personnes? Moi, j'ai 55 ans. Les 3 quarts du temps, c'est des jeunes de 27, 28 ans qui retombent sur moi. Puis je suis plutôt du genre un peu amusette. J'aime bien danser, j'aime bien rigoler. Bon, les 3 quarts du temps, vous avez la femme de 40-45 ans. Je sais pas si elle aime vraiment tout ça, ou elle serait peut-être plutôt posée. Des enfants, disons à peu près de mon âge. Moi, j'ai des jumelles de 26 ans. Souvent, c'est à peu près à cet âge-là qu'on commence, disons, à essayer de... Vous avez des enfants, Patrick ? Des jumelles. Des jumelles. Qui ont quel âge aujourd'hui ? 26 ans. 26 ans, d'accord. Et je retombe des fois sur des jeunes dames qui ont l'âge de ma fille. Et vous n'avez pas rencontré des femmes dans les endroits où vous sortez ? Vous ne croisez pas des femmes... J'ai rencontré une fois une dame de 45 ans, fraîchement divorcée, au mois de mars, et qui n'était pas prête à refaire quelque chose avec moi, quoi, si vous voulez. C'était une bonne copine, je la voyais une fois par mois. Ça n'a pas été plus loin. Il y a un soir où, ça s'est terminé dans la rue, où, ça a été un petit peu plus loin, mais sans plus. Mais c'était ça. Elle avait besoin de se reconstruire, sans doute, un peu de temps. Elle avait besoin de se reconstruire, je l'ai compris, de toute façon, j'ai pas insisté.
après... Et du coup, le fait que vous rencontriez plutôt des femmes jeunes, vous vous interrogez sur vous en vous demandant qu'est-ce qui provoque ça chez moi, Alors, je suis plutôt du style un peu amusette. Moi, je vais sortir dans une boîte de nuit avec une barre métallique. Oui, mais... je vais monter dessus, quoi, si vous voulez. Oui, mais ça pas... Bien sûr que ça peut attirer des très jeunes femmes, mais c'est pas pour ça, si vous voulez, que ça n'intéresse pas des femmes plus âgées. Sans doute aussi que vous aimez peut-être aussi être un peu protecteur, ou vous allez peut-être vous-même plus facilement vers des femmes plus jeunes pour jouer leur Pygmalion, pour jouer un rôle important vis-à-vis d'elles. Peut-être que vous trouvez moins facilement votre place vis-à-vis d'une femme de votre âge. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous de ça? Non? Patrick, on vous a perdu? Ah, je pense qu'on a peut-être perdu... On a dû perdre Patrick. On va peut-être prendre un autre auditeur le temps qu'on retrouve la trace de Patrick. Non, on va mettre une chanson le temps qu'on rappelle Patrick. Voilà, à tout de suite. Kate Malua, The Flood. Alors, en attendant de retrouver la trace de Patrick, cherche Patrick désespérément à l'antenne d'Europe 1. En tout cas, Patrick, si jamais vous nous entendez, il y a peut-être un problème de réseau ou de portable. On a un petit SMS de Rome qui dit « Pourquoi ne pas adhérer à un club de danse de salon, Patrick? Ainsi, vous trouverez peut-être une dame de votre génération. » Voilà déjà un conseil. Et en attendant donc de retrouver Patrick, nous accueillons à l'antenne Chantal. Chantal? Bonsoir. Bonsoir Chantal. Oh, c'est gentil. Alors voilà, c'est une affaire un petit peu toute simple, on va dire, puisque c'est à la mode un peu. J'ai vécu pendant 20 ans avec un compagnon qui a divorcé pour moi, j'ai divorcé pour lui, j'ai 63 ans et lui 64, et qui a été mis en examen en 2001 pour ce que l'on appelle, non pas agression sexuelle, mais tentative de viol, sur une filleule, sur une affaire d'il y a 20 ans. Il a été bien sûr condamné en assises, il a fait appel, la peine a été réduite, et mon inquiétude maintenant, alors bien sûr je vais le voir en parloir, de temps en temps le plus que je peux, puisque maintenant il a été transféré dans Lyon. Mais mon inquiétude maintenant, au bout de 3 ans et demi d'incarcération, c'est comment vais-je le récupérer à la sortie. Ouais. Vous viviez ensemble avant qu'il soit incarcéré? Bien sûr. Je vis avec lui depuis 89. Ouais. Et il a été... et comme il est passé en assise en 2007. Ouais. Voilà. 2007, en appel. L'appel est passé en 2009, l'année dernière. Il a été réduit dans sa peine. Mais n'empêche que, bon, là, il en est à 3 ans et demi d'incarcération. Et si on compte un peu les remises, enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais mon inquiétude maintenant est comment vais-je le récupérer? Parce que je me rends compte au fur et à mesure des parloirs qu'il est un peu ce qu'on appelle à l'ouest, coupé de tout. Malgré ma présence un peu en parloir où je lui parle de tout, de rien, des oiseaux, du ciel, de la maison. Il n'est pas là, il n'est pas présent, vous sentez? Non, il a n'est du pas mal. Présent. Voilà. Et j'ai l'impression que ma difficulté va être non pas les 3 ans et demi que j'ai passés ont évidemment été pénibles, mais j'ai l'impression maintenant que m'attend encore davantage de pénible à sa sortie. Alors y a-t-il d'autres personnes qui ont été dans ce cas-là? Comment gère-t-on? J'ai envie de vous dire comment gère-t-on? Je crois que c'est toujours pareil dans la vie. Vous savez qu'il n'y a pas de règle. Il y a votre règle, il y a votre façon à vous. Est-ce que vous avez encore des sentiments très forts pour lui? Est-ce que ça vous a distancié aussi peut-être ces 3 ans et demi de lui, et que vous redoutez aussi la relation de couple qui a dû... ce qui est compréhensible. Oui, bon, j'ai eu 20 ans de plénitude, entre guillemets, et c'est vrai que quand il a été mis en examen, alors ça remonte à 2001 exactement comme affaire, puisque moi-même j'ai été questionnée, mes enfants également. Bon, mais vous savez que c'est très long, il a été condamné en 2007. Bon, déjà là, il y avait ce qu'on appelle une petite distension, puisque je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, puisque c'était avant de me connaître, Et son ex-femme, bien évidemment, en a profité à l'audience pour, bien évidemment, l'accabler un peu de tous les maux de la terre.
Donc en fait, lui a toujours clamé son innocence. Et sa filleule a toujours clamé sa réalité à elle. Ouais. Et bon, les jurés ont tranché, le jury a tranché, le président a tranché. Bon, ça là-dessus, on ne peut pas revenir. Et vous avez pu rester très proches l'un de l'autre durant toute cette période où il a pu se confier à vous? Vous avez pu... Il ne s'est pas du tout confié. Ah oui. Du tout. Ah oui, donc vous n'avez pas pu, vous voyez, avoir avant l'incarcération une relation de réel partage ou de complicité qui aurait permis, vous voyez, le temps de l'incarcération de garder le lien. Non. Ouais, donc je continuais de vivre avec lui. Bien sûr, oui. Mais il refusait d'en parler. Oui. Du coup, ça a dû pas mal, effectivement, distendre vos liens à vous, votre affection à vous. Disons que je suis tombée dans l'amertume. Un peu, puisqu'on ne va pas dire, je ne sais pas comment appelle-t-on ça. Une déception, en tout cas. Un peu, surtout sur le manque de... C'est pas sur le manque de dialogue, puisque lui est resté sur une position ferme, à savoir qu'il n'a rien fait. Et bon, il s'en tient à ça. Alors évidemment que bon, ça remonte à 82, vous vous rendez compte, c'est très loin. Mais maintenant, mon problème, si c'en est un, c'est comment je vais gérer. Oui, parce que vous attendiez autre chose aussi de lui avant. C'est-à-dire que vous disiez, on est un couple, on a vécu des années ensemble, et j'attendais de lui qu'il se confie dans la douleur ou dans l'épreuve qu'il vivait. Or, il n'a pas joué ce partage. Donc, du coup, et vous avez continué à être très présente pendant l'incarcération, et là, vous êtes en train de vous dire, il sort, moi, quel est mon rôle, finalement? Voilà. Il va sortir, inévitablement, il va sortir avant les... Bon, là, il a pris 6 ans, puisque il a gagné 2 ans, il en est à 3 ans et demi, compte tenu des remises, c'est tout un système... Et Chantal, vous avez envie de quoi? C'est-à-dire, indépendamment du fait, vous voyez, de se dire comment je dois ou pas gérer, vous, quel est votre désir? Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cet homme et de cette situation? Quel est votre souhait? Est-ce que vous sentez quelque chose par rapport à ça? Je crains le pire en sortant, puisque je suis dans une amertume totale. Bon, et je suis une femme, vous savez, j'ai 63 ans, j'ai beaucoup bossé, je ne dépends pas de lui. Mais si vous voulez, je suis dans une amertume et je trouve que c'est un gâchis total. Et puis voilà. Oui, vous lui en voulez un peu de ne pas avoir su garder ou de ne pas avoir joué cette complicité que vous attendiez. Voilà. Vous étiez là et il n'a pas voulu de cette main que vous lui tendiez. Ah non, et même au tribunal. Au tribunal, il a eu une attitude, qui est la sienne, à savoir non et non et non et non. Bon, et Chantal, vous avez pu lui dire ça, par exemple, au parloir, lui dire voilà, moi... Vous savez, avec les principes dont on parle de communication, en disant voilà, je suis un peu désolée, un peu déçue, j'ai l'impression que je sers à rien, que je suis là, et puis voilà. Non. Vous lui avez pas dit? Non, parce que je commence maintenant à changer un peu de vocabulaire quand je vais le voir, mais si vous voulez, j'ai essayé un petit peu de le préserver, le temps qu'il était sur Fleury, parce qu'il était sur Fleury, c'est quand même assez dur. Et je le préservais un petit peu, entre guillemets, des problèmes qu'on peut avoir, que j'ai, pour gérer la maison, sa situation, ses comptes, ses machins. Mais là, je commence à changer un peu de... Je commence un peu à changer de vocabulaire, mais je n'ai pas osé dire et je ne me vois pas en train de lui dire bon, écoute, maintenant ça suffit, basta. Non, c'est pas ça que je voulais dire, de parler de vous, c'est-à-dire de ce que vous ressentez profondément, ce que vous me confiez là, de lui dire voilà, peut-être je me suis trompée, mais voilà un peu ce que j'attendais de toi. J'ai l'impression que ça n'a pas été possible. Est-ce que lui dire je redoute le moment où tu vas sortir parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à communiquer, que cette histoire nous a séparés, que je me sens pas bien avec ça. Et si vous imaginez que vous le faisiez, comment vous le ressentez? Vous en avez peur? Vous croyez que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? On me conseille, j'ai la chance dans mon malheur, mais il y a toujours pire, j'ai la chance d'être très bien entourée, que ce soit par ma famille proche ou par mes amis, mes copains et mes copines. Et c'est vrai que la question qui revient régulièrement en ce moment, c'est que vas-tu faire? Vas-tu faire à la sortie? Mais avant ce moment-là, il y a un autre moment qui est le moment d'aujourd'hui, où vous continuez à aller le voir et qui peut donner la réponse du moment d'après, vous voyez. Et c'est un peu ce que j'essaye de vous faire passer, de poser des jalons
qui vous donneront cette réponse que vous attendez, que vous pouvez pas avoir aujourd'hui, puisque vous êtes dans un présent, et ce présent-là, peut-être voir vers quoi il s'oriente, c'est-à-dire de poser vraiment des petites graines et puis de voir si ça pousse, de lui tendre la main, de lui dire voilà comment je vois les choses et toi comment tu les vois. Voilà mon inquiétude. Parlez-lui de vous. Vous l'avez beaucoup préservé et vous avez beaucoup pris sur vous. Alors, vous savez, c'est formidable les femmes. Enfin, je dis les femmes. C'est vrai que souvent, les femmes fortes entre guillemets. Et vous avez l'air d'en être une. On prend sur soi, on gère, et puis finalement, à un moment donné, on se dit, j'existe aussi. Et peut-être que c'est ça qu'il faut, que vous existiez face à lui avec vos difficultés, vos inquiétudes. C'est pas la plainte dont je vous parle, c'est de lui dire, voilà, je te parle de moi, je te parle de nous. Comment tu vois ? Non, j'ai jamais fait. Voilà, comment tu vois l'avenir ? Tu vas bientôt sortir. On va. Voilà, moi je tiens à ce qu'on a vécu, j'ai passé de très bonnes années avec toi, on a été très heureux, mais je suis inquiète là. Là, je suis dans une période d'inquiétude, et toi, comment tu te sens ? On est deux dans un couple, donc tendez-lui la main, mais il faut qu'il l'attrape aussi, cette main-là. Mais lui, oui, mais c'est vrai que je me suis complètement négligée. Enfin bon. Non, vous l'avez préservé et vous avez été formidable. Vous l'avez aidé, vous l'avez porté. Vous avez été une femme extra finalement. Et aujourd'hui, vous avez vos besoins de femme qui sont évidents. Oui, mais ça, il les comprend pas. Mais est-ce que vous lui en avez parlé de vos besoins ? Non. Voilà. Donc vous savez pas s'il les comprend ou pas. Ça, c'est le problème de la communication. On se dit, ça sert à rien parce que l'autre ne m'écoute pas. Mais parler, peut-être il va l'entendre. Peut-être il va pas l'entendre. Mais voyez, vous savez pas. Donc il faut tenter ça. Et puis surtout, ça va vous aider dans sa réaction à lui. Vous allez sentir où vous devez aller. C'est-à-dire que dans la réaction qu'il aura par rapport à ce que vous allez exprimer, vous allez sentir c'est possible, c'est pas possible. Là, la réponse, vous allez l'avoir. Oui, et bon, la difficulté du parloir, là où il est, puisqu'il est dans un centre de détention, c'est un parloir commun. Avec des petits paravents, si vous voulez, c'est un parloir commun de 2 heures, puisque c'est une fois par semaine. Et sincèrement, Et écrire, c'est possible ? Oui, bien sûr que je lui écris un peu, mais quand j'ai mes petits-enfants, j'arrive à lui écrire. Mais je préfère que c'est plus courageux de vive voix, en fait. Oui, mais voilà, comme vous me parliez de la situation un peu particulière, je cherchais en me disant, est-ce que peut-être c'est plus facile ? Peut-être que si déjà il le reçoit par écrit, ça lui permettra, lui, d'y réfléchir et d'engager la conversation et de lui dire, voilà, je te l'écris parce que je voulais te laisser le temps. Et puis, ce serait bien qu'on en parle. Enfin, vous voyez, faire les deux ensemble. Non, ça, c'est vrai que ça m'a même pas effleuré, de lui écrire ça. Mais ce serait bien de lui parler de vous, là, pour une fois. Parce que ça y est, lui, il approche, justement, d'avoir purgé sa peine. Donc, il approche d'un autre temps, d'une autre séquence de vie. Et là, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, et au mieux de ce que vous avez fait. Puis là, maintenant, vous restez la femme de cet homme avec lequel vous avez vécu des choses et vous avez des besoins. Mais là, je sens un décalage. Là, le décalage va me tomber dessus. Je sens un décalage. Ouais. Il y a Jean-Jacques Chantal qu'on a à l'antenne qui est visiteur de prison et accueillant d'associations de victimes sexuelles et qui peut vous informer sur les conditions de sortie. Bonsoir Jean-Jacques, vous m'entendez ? Oui. Bonsoir Jean-Jacques. Voilà. Et bonsoir Chantal. Bonsoir. Je comprends bien toute votre inquiétude et votre détresse. Alors déjà, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de votre compagnon, puisque finalement, ce sont des faits qui se sont produits bien avant votre rencontre, si j'ai compris. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc il faut savoir qu'à certaines périodes, des personnes peuvent être dans des états ou des situations, s'il y a une fragilité, si elles-mêmes ont été victimes, en plus, disons que le risque est encore plus grand de passer à l'acte, ce qui ne veut pas dire que, pour moi, ce n'est pas une identité d'être un abuseur ou une abuseuse, parce que ça existe aussi, sexuelle. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est vrai que pour vous, on voit l'effet que produit dans les familles la révélation, c'est un coup de tonnerre, parce que le plus souvent, tout autour, personne ne se doutait de rien. Ça a des dommages collatéraux, Oui, c'est des dommages collatéraux, tout à fait. Oui. Ça fait exploser des couples, ça fait s'éloigner des enfants, et pourtant la personne a bien changé depuis la période de commission des faits, on va dire. Oui, voilà. Voilà. Donc ça, je voulais dire ça un petit peu. Ensuite,
sur l'évolution des détenus. Je voulais vous dire par rapport, vous évoquez une peine de 6 ans. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, en assise, il a eu 8 ans. Oui. Et en appel, il a eu 6 ans. Donc, il y a toute vraisemblance pour qu'il sorte un petit peu avant 4 ans. Avec leur mise de peine et tout. Il a déjà fait 3 ans et demi, quoi. Oui, il devrait sortir très prochainement, mais ce qui nous rassure... C'est la cata, là, je ne m'y suis pas préparée. Oui, voilà, c'est ce que disait Chantal, Jean-Jacques. C'était bien son inquiétude. Jean-Jacques, qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement à Chantal ? Alors, déjà, le fait des visites régulières au parloir... C'est ce qu'elle fait, oui. C'est quelque chose d'important, parce que moi, les détenus que je suis, et que je suis quelquefois amené à rencontrer après, dans une autre association encore... par rapport à leurs difficultés avec l'alcool, s'ils sont bien entourés, s'il y a des personnes qui les attendent à la sortie, c'est évident que ce sont de bonnes conditions. Oui, mais visiblement Chantal est très présente. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais entendu. Oui. Après, c'est peut-être pas... Sans doute que vous pourrez en parler après sa sortie, mais c'est vrai que c'est peut-être pas au parloir qu'il est le plus disposé à aborder sa situation. Non. Et moi, je pensais à quelque chose. Il existe des thérapeutes de couple. Il existe aussi des groupes de parole pour des personnes qui ont été agresseurs sexuels. Moi, je pensais peut-être plus, dans votre cas, la possibilité d'aller tous les deux rencontrer quelqu'un. Et Jean-Jacques, d'écrire si Chantal lui écrit pour préparer, vous voyez, pour pouvoir... Qu'est-ce que vous en pensez ? L'écrit, c'est important. Oui. Parce que dans l'écrit, il y a une distanciation. Oui, c'est ça. Ça permet de dire les choses moins dans l'émotionnel. J'ai peur que mes paroles soient beaucoup plus dures en écrit qu'en parole. Si vous parlez de vous, Chantal, vraiment de ce que vous ressentez, d'être au plus proche de... Ah non, mais ça, je ne l'ai jamais fait. C'est vrai que je n'ai jamais parlé de moi. Si vous tentez d'être au plus proche de vos inquiétudes et de votre ressenti, comme vous l'êtes là ce soir. Oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est capable de... Vous savez pas. De vouloir comprendre, je ne sais pas. Ouais. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous, Sophie. Ouais. C'est le ressenti que vous exprimez ce soir, là. En l'écrivant, vous pouvez aussi le nuancer. Que lui ne ressente pas ça comme une mise en accusation, parce que finalement, on peut dire qu'en droit, il aura payé sa dette vis-à-vis de la société. Par contre, vis-à-vis de la victime, ça c'est une autre affaire. Mais on ne parle pas... Même vis-à-vis de notre famille, puisque nous n'avions pas eu d'enfants ensemble. Moi, j'ai 2 grands garçons, de 40 ans et 30 ans. Mais si vous voulez, je parlais de dommages collatéraux, parce qu'il est bien évident que mes 2 fils... Oui, comment ont-ils réagi ? Ah ben, ils ont réagi en fonction de ma réaction à moi. Oui, bien sûr. À savoir qu'ils me soutiennent. Moi, si je dis, demain, je m'en vais à Bora Bora, parce que j'en ai ras-le-bol, mes enfants vont me dire bravo. Et si je dis, je vais revivre avec cette personne, ils me diront moins bravo, mais ils vont me dire, maman, c'est ta vie. Ils resteront solidaires. Ils respecteront. Ou non jugeants, en tout cas. Mais quand même, mes 2 fils sont des hommes. Oui. Et il est vrai qu'ils ne comprennent pas toujours quand même ma position de dire, tiens, je vais voir au parloir, etc. Et ils me disent, maman, au bout de 3 ans et demi, ça y est, maintenant, laisse tomber, reprends-toi en main, comme vous dites, Sophie, prenez-vous. Non, je n'ai jamais pensé à moi, en fait. Voilà. Oui, en même temps, Chantal, vous êtes un bon exemple pour vos fils, parce qu'une mère qui, continue à la pas lâcher, vous avez, été exemplaire pour eux, c'est quand même un très bel exemple et des très belles valeurs que vous défendez. Donc, c'est pas parce que justement il est incarcéré et pour les raisons pour lesquelles il est que vous l'avez lâché. Je trouve que, c'est plutôt un très bel exemple, en tout cas de soutien, si ce n'est d'amour. Maintenant, c'est vrai que la situation est différente puisqu'il va rentrer et que ça pose une autre histoire dans votre histoire de couple. Et vous avez raison. Toutes les questions que vous vous posez sont très légitimes. Maintenant, il faut que vous les posiez par rapport à vous et plus par rapport à lui. Vous voyez ? Que ça vienne de vous. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir ce qui se passe chez lui, c'est ce qui se passe chez vous que vous devez lui confier pour pouvoir vous positionner. C'est là où je dis, il faut penser à vous dans le sens de vos besoins, de qu'est-ce qui est important pour vous. Je n'ai jamais pensé à moi de ma vie, ça va être dur. Si, c'est bien parce que vous voyez là justement, c'est formidable parce que vous appelez pour dire, pour confier justement quelque chose qui vous touche, c'est, il va sortir, je suis inquiète, comment gérer. Ah oui, non, vous voyez ? Non, mais là, je suis
là, je suis carrément en panique. Ouais, ben c'est compréhensible puisque vous avez mis toute votre énergie à le porter et puis tout d'un coup vous allez le récupérer et vous êtes en train de vous dire aïe, mais qu'est-ce que j'en fais parce que est-ce que c'est ça que je voulais vraiment finalement? C'est tout à fait ça, c'est qu'est-ce que j'en fais? Ouais, oui, et puis j'ai mis tout ce qu'il fallait pour et puis finalement c'est ça que je récupère. Je suis peut-être pas sûre d'en avoir si envie que ça, mais voilà, peut-être qu'il est capable de l'entendre. Je crois qu'il faut le lui dire. Parce que c'est honnête, si vous voulez, vis-à-vis de lui. Et que lui, il faut qu'il ait le temps aussi de s'y faire. Donc l'écrit peut être un bon moyen, ce que disait Jean-Jacques, de distance et et puis ça permettra aussi au parloir, si justement vous n'avez pas l'intimité requise, d'être assez... vous voyez, ça aura préparé le terrain par écrit et puis vous pourrez retrouver au parloir une intimité. La situation de parloir n'est pas facile. Ouais. Il y a Germaine, vous voyez, qui envoie un SMS pour dire vous devez lui avouer ce que vous avez de plus profond pour repartir sur une relation plus simple. Je suis tout à fait d'accord avec Germaine. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que je voulais entendre également aussi de votre part. Mais là. Alors là, je fais aïe. Mais c'est bien, oui, mais Chantal, regardez, vous savez, la vie nous apporte souvent des épreuves qui nous permettent d'avancer. Là, vous êtes devant quelque chose de compliqué pour vous, et c'est tant mieux puisque c'est une chance qui vous est donnée de dépasser quelque chose d'un peu difficile. Voilà, et je doute absolument pas de votre capacité à y arriver parce que... Si, moi je doute là. Non, c'est normal. Avant de sauter, on est toujours un peu inquiet, mais... Non, mais là, justement, puisque j'ai ce monsieur à l'antenne, est-il habitué, je pense que oui, à avoir des situations un peu dans ce genre, où les femmes ou les hommes... Alors, moi, j'ai eu un suivi d'un homme qui avait 35 ans, qui avait pris 8 ans pour un viol conjugal. Mais assez curieusement, alors je ne sais pas où ça en est maintenant, il était très accompagné par son frère, je ne sais pas où ça en est, mais à la sortie, et même devant le tribunal, sa femme ou sa compagne lui a donné son pardon d'une certaine façon, et à sa sortie, il était prévu, alors que c'est quelqu'un qui est à 400 km de l'endroit où je suis, donc il m'a écrit 2-3 fois, ça semblait bien se passer, mais il est retourné, ils ont repris leur relation. Et vous savez son rôle à elle, enfin quels sont les ingrédients voilés pour aider Chantal qui ont fonctionné? Qu'est-ce que... Je pense qu'il y avait une relation très forte, très passionnelle entre eux, mais bon, il y a des couples comme ça où ça ne peut se passer que dans la... Mais là, vous voyez, Jean-Jacques, Chantal a mis beaucoup d'énergie, l'a beaucoup porté, et elle n'a pas été très nourrie en retour. Non, et dans une relation de couple, s'il y en a un qui donne plus et l'autre qui ne nourrit pas... Là, c'est aussi la situation d'incarcération. Voilà. C'est que si on parle de dommages collatéraux, dans une incarcération, il y a le détenu qui est sanctionné pour ce qu'il a fait, et puis il y a tous les proches qui sont relativement davantage. Et j'ai vu tout de même un détenu qui avait une certaine lucidité, puisqu'il me disait, finalement, c'est moi qui ai la belle vie, parce qu'en ce moment, ma femme, c'est elle qui doit se débrouiller avec les 3 enfants, pas un seul salaire, et tout ça. Il y a une prise en charge. En même temps, pour le détenu, j'imagine que c'est difficile de se laisser aller à certaines émotions, parce que ça le fragiliserait. Donc, vous voyez, il a besoin aussi il doit se blinder, voilà. C'est ce que je pense. Et donc, du coup, c'est pas facile dans une histoire de couple, parce que aller donner de l'affection à l'autre quand on en est soi-même privé, enfin, vous voyez, qu'on est... peut-être qu'il aurait peur d'être trop malheureux, de se fragiliser. Est-ce que je l'ai trop protégé quand même? Enfin, quand je dis protégé, je m'entends. C'est vrai que j'ai évité de lui parler de tous les soucis que l'on peut avoir avec une maison, la banque... Vous en pensez quoi, Jean-Jacques? Pardon? Vous en pensez quoi, Jean-Jacques? Est-ce que Chantal l'a trop protégé en lui évitant de songer aux soucis? Je ne sais pas si c'est trop. Ce que je peux dire, c'est que c'est quand il y a une famille, quand il y a un conjoint, enfin, chez moi c'est une prison, une maison d'arrêt pour les hommes uniquement, mais quand il y a une conjointe, la plupart du temps, c'est la tendance. C'est la tendance parce qu'elle a peur de l'évolution, elle a peur aussi, donc elle veut donner toutes les chances. Alors après, est-ce que c'est trop ou pas trop? C'est la réaction la plus courante que je rencontre en tout cas. Et du coup, la conjointe... Excusez-moi, pour les détenus, c'est tout de même ceux qui sont accompagnés de cette façon-là, vivent tout
tout de même de façon moins destructrice, parce que l'incarcération, on ne va pas parler de la situation pénitentiaire en France, parce qu'il y en aurait trop à dire, oui, mais c'est tout de même une épreuve... voilà. Les conditions d'incarcération sont une épreuve. Oui. Après, au niveau des responsabilités, comme vous le disiez, Chantal, oui, les soucis avec la maison, la banque, etc., c'est vrai, le détenu, là, lui, il est à l'abri de tout ça. Et du coup, de tout ça. Ouais. Alors, il est coupé. Et mon inquiétude, si vous voulez, c'est qu'on m'a dit et redit, ou j'ai lu et relu, que toute incarcération sur un individu a des effets nocifs, quoi, en fait. Il ne peut pas ressortir. C'est pas fait... c'est pas fait pour faire du bien. Oui, c'est pas fait pour faire du bien. Normalement, ça ne devrait être que la privation de liberté. Oui. Mais les conditions de soins en prison, en plus, sont extrêmement réduites et de plus en plus réduites. C'est vrai que l'accès aux soins est très compliqué en prison. Donc, la personne qui passe en prison, elle n'en sort pas indemne. Oui, voilà. Oui, ça paraît. Elle n'en sort pas indemne, ça, c'est une réalité. Après... est-ce que vous, quand vous dites « est-ce que j'en ai fait trop », est-ce que vous êtes obligé quelquefois à aller au parloir ? Ah oui, c'est une bonne question, oui. Oui, un peu. Oui. Et du coup, oui. Oui, un peu, oui. Ouais. Et du coup, Chantal, c'est vrai que tout cet effort que vous avez fourni, tout d'un coup, vous savez, c'est l'envie de jeter le manche après la cognée, quoi. On a fourni d'efforts, puis on dit maintenant c'est bon, voilà. Ça suffit. Ouais, la coupe est pleine. Voilà, c'est ça. C'est le mot. La coupe est pleine, et j'ai envie de faire ce que j'appelle mon virage à 180 degrés pour pouvoir moi un peu m'aérer. Est-ce que vous pouvez là, Chantal, dans le temps qui vous est imparti avant qu'il sorte, prendre justement un peu de distance, éventuellement espacer vos visites en lui expliquant, lui disant j'ai un peu besoin de temps pour moi, de temps pour me reprendre, voyez-vous, vous faire du bien, vous dites vous avez des amis, vous avez votre famille, vous retrouvez un peu pour vous mettre au clair en le lui disant bien sûr, sans que ce soit, j'ai envie de dire contre lui, mais pour vous. Et peut-être aussi, là aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider à y voir plus clair. Parce que là, si vous continuez à aller le voir et être plus dans la force ou dans l'énergie, vous allez passer vos limites à un moment donné. Et ça, ce sera pas bon, non ? Je pense même que, comme le suggère Sophie, ça peut lui être présenté comme, tu vois, là j'ai donné beaucoup. Ouais. Et j'ai besoin de reprendre des forces pour être en forme quand tu vas sortir. Ouais, je crois aussi. Donc là, c'est pas quelque chose contre lui, mais c'est quelque chose pour vous. Ouais. Enfin, pour vous deux. Pour vous deux, exactement. Exactement, Jean-Jacques. Je me demande quand même s'il va être capable, non, parce qu'il est complètement à l'ouest de l'ouest, parce que j'ai eu quand même pas mal de soucis de santé, alors que je lui ai un peu épargné quand même, mais j'ai été quand même très très fortement malade. Et bon, ça on m'a dit c'est normal, pas de problème, ok. Mais vous savez, le corps dit stop à un moment donné. Ah oui, oui, ça, il y a des signaux d'alerte qu'il ne faut pas négliger. Il y a des signaux d'alerte, voilà. J'ai pas pu les laisser passer grâce à mon entourage, ce qui fait que j'essaie de me remettre sur pied. Mais si vous voulez, lui ne s'en est jamais. Bon, c'est vrai que je ne lui ai jamais dit non plus. Oui, vous voyez, Chantal. Donc raison de plus là mais pour. Mais s'en est jamais aperçu. Oui, mais alors raison de plus pour prendre soin de vous et pour lui dire que c'est ça que vous allez faire. Et il peut peut-être le comprendre, vous le savez pas, mais peut-être qu'il peut le comprendre. Non, je suis pas certaine. Et quand vous dites qu'il est à l'ouest, les détenus sur des peines courtes, sur des 3 mois, des 6 mois, c'est moins vrai, mais au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ils perdent notion des réalités. Voilà. Ils sont sur une autre planète. Tout à fait. Ils n'ont plus les mêmes réactions. Du tout. Du tout, et je m'en rends compte au fur et à mesure, puisque ça fait 3 ans et demi, que ce soit de Fleury à Auxerre, et là maintenant il est à Joux, puisqu'il est dans un centre de détention, vous savez faire la différence. Quand oui, tout à fait, les maisons d'arrêt, les CD, les DCP. Bien sûr, voilà. Et il est complètement, déjà distancié de tout, même s'il a la télé, puisque je lui envoie de l'argent pour ça, mais ça ne suffit pas. On ne vit pas que de télé. Mais il ne comprend pas. Lui, il a des ressources propres. Je lui envoie tous les mois. C'était un retraité, puisqu'il a 64 ans. Et il avait déjà sa retraite. Donc je lui envoie un peu d'argent, bien sûr, sur sa retraite. Oui, d'accord. Et ça lui permet de cantiner, voilà, et puis de commencer à payer sa partie civile, parce qu'il est quand même bien évident que tout ça, ça a un coût. Bien sûr. Qui n'est pas moindre.
Et voilà, mais c'est vrai qu'il cantine avec l'argent que je lui envoie, mais qui lui appartient, qui est le sien. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais n'empêche que je pense que quand il va vouloir ressortir, il va vouloir regagner le temps perdu. Alors que moi, je suis complètement usée. Oui, donc raison de plus pour lui non pas forcément en termes de prendre des distances, mais freiner un petit peu pour lui dire, bon, bah tu sais, tout le temps où tu as été en détention, moi, c'était très compliqué pour moi, il a fallu que je m'organise, ça m'a beaucoup fatigué physiquement. Comme ta sortie s'approche, là, moi, j'ai besoin. Maintenant, tu n'en as plus pour très longtemps avant de sortir, donc moi, je vais espacer un peu pour reprendre souffle. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Jacques. Vous savez, Jean-Jacques et Chantal, on va vous mettre en relation par l'intermédiaire de notre standard. Comme ça vous permettra de continuer à échanger, parce que Jean-Jacques, je pense que vous pouvez pas mal aider Chantal. Et je vous remercie, Jean-Jacques, d'avoir appelé Europe 1 pour réagir, parce que c'était le besoin de Chantal. Ah oui, et puis la situation me parlait beaucoup par rapport c'est bien. Je vous remercie. Par rapport à ce dont on c'est extra. Merci Jean-Jacques. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et Chantal, merci de nous avoir appelés. J'espère que vous allez garder de notre échange, la force en tout cas pour vous maintenant, de prendre soin de vous. Oui, ça c'est moins gagné. Que Jean-Jacques va peut-être vous y aider, voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est ce que j'attendais. Bon courage à vous Chantal. Merci à vous, au revoir, bonne soirée. Le nid des sans soucis. Et on accueille Vanessa. Bonsoir Vanessa. Oui, bonsoir Sophie, et bravo pour cette émission que vous faites vraiment très très bien. Merci Vanessa. Je trouve que vous avez un côté très chaleureux, très très aimable et très contenant, qui est vraiment très 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 agréable pour nous tous. Merci, j'espère, je suis là pour ça et heureuse de l'être. Voilà. Écoutez, moi, je vous appelle un petit peu parce que je suis un petit peu en crise depuis quelque temps. Enfin, voilà, je suis un petit peu émue. Il faut que ça passe. Oui, avec votre maman, je crois. Il y a un souci, c'est-à-dire que, en fait, c'est un peu quelque chose de... la maman, ça touche toujours quelque chose de très, très profond et douloureux. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui sort vraiment en ce moment. Plus que jamais, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous appeler. Parce que en fait, j'ai une mère qui j'ai l'impression qu'elle est jamais dans la réalité, mais ça m'apparaît plus fort que jamais maintenant. Et en fait, j'ai l'impression de vivre avec quelqu'un qui veut donner tout le temps une image qui n'est pas la sienne. Vous vivez avec votre maman ou vous êtes... Non, pas du tout. Je vis pas du tout, mais bon... vous avez une famille, des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Je suis avec quelqu'un depuis 15 ans. On en aura peut-être. Enfin, voilà, donc tout se passe bien de ce côté-là. Mais disons que ce qui me fait mal, c'est que en fait, c'est dernièrement, c'est quelque chose, en fait, on en parle beaucoup dans notre entourage familial. C'est-à-dire, j'en parle avec la sœur de ma mère, avec mon ami, avec mon ami avec qui je suis depuis 16 ans. Donc ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ma mère a eu une vie assez difficile, parce que bon, elle a perdu son mari qui est mon père en l'espèce. Quand elle était très jeune, donc elle avait 28 ans. Et vous étiez toute petite, donc vous avez perdu... Moi j'avais 7 ans. Donc elle vous a élevé seule en fait. Voilà, avec mon frère. Et puis en fait, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire quand mon père est mort, elle nous l'a pas dit. Ah. Vous l'avez appris quand? Comment? Je l'ai appris à peu près 3 mois plus tard. Elle nous a dit la réalité 3 mois plus tard. Peut-être qu'elle n'osait pas, qu'elle estimait que vous étiez petit, elle a voulu vous protéger. Je pense qu'elle elle a fait ça vraiment pour nous protéger et tout ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc en plus, bon, c'est un papa qui s'est suicidé, donc c'était pas... Ah oui, Et en fait, ça a été...
je sais pas, c'est complètement inexplicable parce que je suis pas du tout comme ça d'habitude. Là, je suis un petit peu. Vous disiez quand vous avez appelé à notre standard que vous aviez l'impression que votre maman était mythomane. Qu'est-ce qui a déclenché? Voilà. Et qu'est-ce qui a déclenché? Quel est le fait particulier? Vous vous êtes dit non, là, c'est pas possible. Elle raconte des histoires. Enfin. Voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression, en fait, depuis tout le temps, que c'était quelqu'un qui racontait, tout est remonté. Jamais la réalité. Voilà, et sur quel fait précis tout est remonté? Sur quel fait précis alors dernièrement, parce que bien sûr, puisque ça vient d'arriver. Voilà, ça a pris un peu une valeur d'après coup et je suis un petit peu en crise maintenant. Bah oui, je comprends. Je me dis, en fait, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas dit. Et quel est l'élément déclencheur? L'élément déclenchant, c'est qu'elle est venue dans ma maison de campagne. J'ai une maison de campagne pas loin de Paris, chez mon amie. Et puis on a passé un week-end toutes les deux, toutes seules. Et puis on est allé se faire une promenade toutes les deux et tout ça. Et puis à un moment donné, elle avait très très soif. Alors elle s'est arrêtée chez des gens comme ça qu'elle connaissait même pas. Et j'ai trouvé ça très surprenant. Enfin, elle est rentrée dans un jardin. J'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ah ben non, mais parce que j'ai soif. J'ai demandé un verre d'eau et tout ça. Et bon, je l'ai laissé faire. Et puis, elle est rentrée dans le pavillon. Et puis, elle a dit, excusez-nous, nous sommes complètement perdus. Alors qu'on n'était pas du tout perdus. Enfin, je connais très bien le lieu de la campagne. Enfin, c'est ma maison de campagne. On est perdus, on vient de très loin. Et elle dit, j'ai très soif. En plus, je suis une mamie, une grand-mère. Et ma fille, elle, n'a peut-être pas soif, mais moi, j'ai très soif. Et j'ai rien dit, j'étais choquée, quoi. Elle a pas de petits-enfants. Mais vous vous êtes demandé qui était cette femme alors que c'est votre maman, quoi. Tout d'un coup, c'était comme une étrangère. Ça m'a fait quelque chose de très, très bizarre. Ouais. C'est-à-dire, c'est la première fois de ma vie que je la vois prononcer des mots qui sont pas du tout de son actualité. Et du coup, Vanessa, il y a d'autres souvenirs qui sont revenus de scènes dans le genre? Tout s'est réactivé un petit peu, c'est-à-dire que sa propre sœur, qui est ma tante, avec qui j'ai de très bonnes relations, depuis tout le temps, que j'ai toujours un petit peu considérée comme une seconde mère, me faisait part ces derniers temps des difficultés d'avoir des relations vraies avec sa propre sœur, c'est-à-dire ma mère. En me disant, j'ai l'impression qu'elle me raconte tout le temps des histoires. Dernièrement, elle m'a dit qu'elle avait... que tout le monde, enfin qu'elle avait beaucoup de succès dans le métro et que tous les hommes la regardaient et tout ça et que franchement elle était bien embêtée parce qu'elle savait pas comment faire. Moi je lui ai dit, tu sais, elle enjolive peut-être un petit peu les choses et elle m'a dit le mot un petit peu, mais enfin elle est folle ou quoi? Alors moi j'ai pas fait attention. C'est il y a quelques mois, ma mère a eu un cancer du sein, elle s'est fait opérer il y a 5 ans, elle s'est fait enlever un sein. Je me suis dit, c'est peut-être un peu sa féminité qui a été atteinte, elle a peut-être envie de se sentir désirée. Et puis après, c'est le fait que ma mère est vraiment une pro-psychanalyse et qu'elle s'est tout le temps vantée d'avoir fait une psychanalyse il y a 15 ans et d'en avoir bavé, d'avoir payé toutes ses séances et tout ça. Et dernièrement, j'ai vu cette tante qui est sa propre sœur, avec qui ça se passe très bien. Et je lui en parlais, et puis elle m'a dit, mais enfin, tu sais pas, elle s'est payée la psychanalyse par l'argent que lui donnait son propre père, elle l'a jamais payé elle-même et tout ça. Alors c'est tout un tas de choses comme ça qui m'ont été rapportées. Et j'ai interrogé ma mère, elle m'a dit oui, effectivement. Oui, mais bon, c'est pas pour ça qu'elle est. Voilà, elle a enjolivé un peu. Est-ce que parce que vous voyez, plutôt que de remonter loin, est-ce que vous avez le sentiment que les histoires là qu'elle raconte, est-ce que c'est un peu récent ou vous voyez, est-ce qu'il y a matière à réinterpréter? C'est-à-dire que même quand mon père est mort, je peux le mettre sur le compte de nous protéger un peu, mais quand même. Elle nous a raconté quand on était petit qu'il était peut-être parti quelque part avec... il s'était séparé. Mon père est décédé un mois après que ma mère soit partie avec moi et mon frère. Mais moi et mon frère, on n'avait aucune nouvelle de notre père qui nous appelait tout le temps. Et puis à un moment donné, on était tout petits. Je me souviens qu'on lui posait des questions. Mais elle avait peut-être une culpabilité énorme. Et du coup, vous voyez, elle a tronqué. Il est peut-être parti avec une femme. Il a peut-être refait sa vie. Des choses comme ça, très difficiles.
Et après, elle nous a dit, par la suite, qu'elle nous a dit ça, parce qu'elle savait pas comment nous dire. Mais du coup, voilà, et puis c'est au quotidien, et c'est le fait marquant, ça a été cette histoire de dire devant des gens, moi je suis la grand-mère, alors qu'elle n'est pas du tout grand-mère. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous racontez, Vanessa, quand vous parlez justement de l'analyse qu'elle a fait, et vous dites, elle dit qu'elle a payé, puis quand vous l'avez questionnée, elle vous a dit la vérité, ce qui prouve que, prouve, je sais pas, mais ça veut dire quand vous lui parlez et que vous allez vers elle, elle vous dit les choses. Vous avez fait plusieurs tests comme ça, de lui dire. Non, et là ce qui moi m'a fait un petit peu, je me suis interrogée, c'est pour ça que j'ai appelé un peu votre standard, c'est que je n'ai su rien dire quand elle s'est inventé le rôle un peu d'être une grand-mère, et que je regrette. J'aurais bien aimé sur le retour. Mais c'est pas trop tard, Vanessa. C'est pas trop tard. Vous savez, parce que en vous écoutant. Entre ce que dit votre tante, ce que vous observez, vous savez, quelquefois on a tendance à relire la réalité ou l'histoire avec les nouvelles lunettes. Là, vous avez chaussé des nouvelles lunettes sur votre maman. Et puis tout d'un coup, tout vous remonte avec ces lunettes-là. Or, toutes ces lunettes sont peut-être pas bonnes pour lire toute l'histoire. C'est-à-dire que c'est peut-être vrai sur certains points. Peut-être que votre maman a enjolivé. Peut-être tout d'un coup, elle a inventé. Mais il faut que vous la confrontiez par rapport à votre ressenti. Ouais. Voyez. Est-ce que vous pensez parce que moi, ma grande question, c'est que j'ai très envie de. Là, elle est partie. On a une maison familiale en Italie. Je vais la retrouver à la fin de cet été. Et en fait, moi, j'aimerais bien lui parler franchement. Oui, je crois. Prendre le temps, gentiment. Voilà, j'arrive pas à savoir si tu me. Oui, lui dire voilà, je suis dans le doute, je me pose plein de questions. Reparler aussi de la mort de votre papa, lui dire voilà, j'ai un drôle de sentiment aujourd'hui à l'âge que j'ai dans ma vie, quand je recolle tous les morceaux, l'histoire que tu as racontée quand on s'est baladé dans la campagne, l'histoire de papa, beaucoup plus lointaine, l'histoire de ton analyse et tout, quand je mets tout ça bout à bout, voilà l'impression que j'ai. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Aide-moi, parce que je suis perdue. Et voilà, vous l'aimez beaucoup, votre maman, et ça vous désole. Et il faut arriver à recréer. Et peut-être qu'en face de vous, vous allez avoir une femme qui va s'ouvrir, qui va être heureuse de pouvoir raconter. Puis là, vous saurez vraiment si elle vous raconte des cracks ou pas. Vous voyez? C'est ça, quoi. C'est juste... Enfin, je vous remercie parce que c'était vraiment, c'est-à-dire que ces jours-ci, j'en ai parlé à mon ami de cette histoire-là. Je l'ai vu et puis je trouvais ça assez délirant de se prétendre. Et votre maman n'a pas eu des parce que là je reçois un mail de quelqu'un qui dit que peut-être votre maman a des troubles. Là, il parle d'Alzheimer ou autre, une maladie qui serait déclenchée suite au décès de son mari ou à des chocs psychologiques. Non, ça peut pas être ça. Non, je pense que par contre, elle est quand même. Alors voilà, moi je pense que c'est ça un peu qui est compliqué chez ma mère, c'est que moi je pense qu'elle veut tout le temps. Depuis que je la connais, c'est quelqu'un qui veut tout le temps donner une image qui a 100 kilomètres d'elle, quoi. Et c'est fatigant. C'est-à-dire mon propre entourage me dit, on a l'impression qu'elle n'est pas naturelle, qu'elle donne toujours une image qui n'est pas elle. Et du coup, ça donne peut-être quelqu'un de très bizarre. Voilà, peut-être que Vanessa, là, je vais être obligée de vous quitter parce qu'on va voir le journal. Non, mais juste vous dire que l'occasion de lui parler, ça va peut-être l'aider à contacter quelque chose de plus naturel chez elle. Si vous sentez ça, vous allez peut-être lui rendre un grand service, Vanessa, à vous et à elle. Merci beaucoup. En tout cas, je peux lui en parler à votre avis. Oui, c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez. Pour vous, pour elle. Et puis ça vous permettra de vous positionner. D'accord. Merci beaucoup. Bon courage, Vanessa, et bon séjour en Italie avec votre maman. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage à vous. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Voilà, il est minuit 11. Vous écoutez Europe 1. C'est Sophie Peters et nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie.
Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 21 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Vous allez dans émission, contactez-nous et dans envoyer un message à l'émission, vous sélectionnez Libre Antenne. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Théo et Quentin et Philippe à la réalisation. Et on accueille tout de suite Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Alors Sophie, vous disiez que vous passez un moment un peu difficile, une période un peu dure en ce moment. Oui, voilà, je vais pas bien du tout donc on m'a conseillé soit de me faire hospitaliser, soit d'aller voir un psychiatre à l'hôpital. Ouais. Et le souci, voilà, c'est que je suis infirmière et donc je connais beaucoup de monde à l'hôpital. Ouais. Et j'ai pas très envie d'aller dans ce même hôpital, en tout cas. Et vous pouvez pas aller consulter ailleurs que dans cet hôpital, justement ? Non, parce que j'habite dans une petite ville, là. Et le seul psy qu'il y a est à l'hôpital. Il n'y a pas d'autres thérapeutes dans la ville qui ne seraient pas dans l'hôpital ? Non. Et faire quelques kilomètres, éventuellement, c'est possible ? Oui. Oui, pour trouver... je sais pas, la ville voisine. Vous savez pourquoi ça va pas ? Il y a des éléments particuliers de votre vie en ce moment qui font que vous allez pas bien ? Ça va pas depuis une quinzaine d'années, là. Ouais. Je suis en dépression. Depuis 15 ans ? Ouais. Oui. Et depuis 15 ans, vous avez pas, puisque vous avez l'air, vous voyez, d'être consciente d'en parler, vous n'avez pas cherché à consulter, à vous faire aider ? Si, je vois une psychologue. Ouais. Et puis j'ai été suivie par des psychiatres avant ma formation. Ouais. Donc ailleurs, hein, pas à l'hôpital où vous êtes. Si, à l'hôpital. Ouais. Mais voilà, depuis que j'ai été diplômée, il y a des personnes de ma promotion qui a été embauchées dans cet hôpital et voilà, ça me gêne. Et qui l'ont su ? Enfin... je sais pas. Parce que vous dites, vous avez consulté donc déjà un psychiatre dans ce même hôpital. Aujourd'hui, donc vous êtes diplômé, vous y travaillez. Donc vous n'avez pas changé d'univers. C'est toujours la même personne qui vous suit, donc. Non, c'est plus la même. Cette personne est partie en libéral. Ouais. Et vous pouvez pas la suivre ? Enfin, son cabinet est loin ? Elle a déménagé de... Elle a changé de région. Oui, voilà. Ouais. Et en fait, ce qui vous inquiète, parce qu'en même temps, vous avez vos habitudes dans ce lieu, vous consultiez avant donc un psychiatre dans cet hôpital. Qu'est-ce qui change aujourd'hui, qui fait que vous êtes plus inquiète que par le passé, alors que vous étiez déjà suivie ? Il y a surtout le fait que j'ai peur de croiser quelqu'un de connu. Mais vous y étiez avant déjà ? Oui, mais voilà, avant, il n'y avait pas... Enfin, je connaissais pas forcément les infirmières. Vous voulez dire que le fait de maintenant d'y travailler, vous avez créé des liens, oui, et que dans ces liens-là, vous voulez pas que quelque chose s'abîme. Oui. C'est ça votre inquiétude, oui. Oui, je comprends mieux là. Et Sophie, peut-être ce qui serait possible pour vous, en tout cas, pour justement, vous avez raison, faire une différence et puis une distance aussi entre l'endroit où vous vous soignez et puis l'endroit où vous travaillez. Parce qu'effectivement, il y a peut-être aussi, indépendamment du fait que vous rencontrez des gens, une confusion, vous voyez, d'identité entre votre identité de femme qui a réussi un diplôme, qui a un vrai métier, et puis celle qui a aussi des difficultés, des choses à régler, un passé, une histoire. Et c'est vrai que ça peut être bien pour vous d'avoir deux lieux totalement distincts pour ça.
Donc peut-être que ce qui serait bon pour vous, là, pour résoudre votre problème, c'est d'aller consulter, quitte à faire quelques kilomètres, je ne sais pas où vous habitez, pour aller soit à quelqu'un qui a un cabinet en ville ou dans un autre hôpital. Oui, après, ça fait... Ça fait beaucoup de route. Ça fait beaucoup de route, oui. Si je dois être suivie régulièrement. Oui. Ça fait combien de kilomètres ? Faut compter 200 kilomètres. Ah, il n'y a rien avant 200 kilomètres. Vous habitez où, Sophie ? Pardon ? Vous habitez où, si c'est pas indiscret, dans quelle région ? Dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, ah oui, il y a de la montagne et tout. Oui. Oui, je comprends. Et est-ce qu'éventuellement, alors si vous êtes obligé, donc en admettant que vous n'ayez pas le choix et que vous restiez dans cet hôpital, bon, j'imagine que il y a le secret médical, le psychiatre va être discret, vos consoeurs sont pas, obligés ou amenés à le savoir. Même si vous croisez, voyez, dans les couloirs, c'est pas parce que vous allez, on vous voit passer d'un service à l'autre, il y a pas quelque chose à mettre en place ou certains horaires auxquels vous pouvez consulter où ça pourrait être discret. Pourquoi vous en parleriez pas carrément avec le psychiatre du lieu pour essayer d'arranger ça et de dire, voilà, je sais que j'ai besoin de me soigner, mais en même temps, voilà, je suis inquiète pour ça et pour ça. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Comment on peut faire? Oui, puis j'ai du mal avec l'hospitalisation. J'ai été hospitalisée plus de 6 mois sur Lyon. Ouais. Où j'ai subi des électrochocs. Enfin bon. Ah ouais. Et là, vous avez peur qu'on vous réhospitalise? Oui. Dans ce lieu-là où vous travaillez? Voilà. Ouais, je comprends. Mais là, en même temps, vous voyez, quand je vous entends, vous arrivez à raconter un peu, même si j'entends bien que vous êtes ému et que c'est difficile. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous seriez hospitalisé? Vous pensez que vous le craignez? Vous pourriez peut-être le psychiatre, il va pas vous hospitaliser comme ça. De fait, s'il voit que vous êtes consciente, que vous avancez, que même si vous avez des difficultés, vous voyez. Parce que vous arrivez à travailler, vous continuez à travailler en ce moment. Non, je suis en arrêt. Là. Vous êtes en arrêt, là. Ouais, donc l'angoisse, c'est d'être hospitalisé dans le lieu où vous travaillez. Ouais, je comprends. Et là, on vous a conseillé d'être hospitalisé? Oui. Et vous pourriez pas vous faire hospitaliser, du coup, si c'est des kilomètres à faire, pour le coup, le faire ailleurs? C'est peut-être ça, vous voyez? Vous dire, je prends une parenthèse, j'accepte de me faire hospitaliser. Alors maintenant, dans ce que j'entends, de ce que vous dites, il y a aussi la peur de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu et que j'entends qui était douloureux et difficile. Oui. Ouais. Et c'est le psychiatre de l'hôpital qui vous a dit qu'il fallait que vous fassiez hospitaliser? Oui, et mon médecin traitant. Ouais. Et ma mère. Ouais. Et vous en pensez quoi? C'est vrai que là, je sais pas trop combien de temps je vais durer encore comme ça, là. Oui, vous sentez que vous avez besoin d'être prise en charge, là. Ouais, j'ai des idées noires. Ouais, donc c'est mieux, c'est plus protecteur. Temps, dès que je suis hospitalisée, je décompense et ça se passe pas bien, quoi. Ouais, vous vous sentez un peu coincée dans les deux situations, hein. C'est quoi que je fasse, je suis coincée. Disons que peut-être qu'il faut choisir, en tout cas, si vous dites que vous avez des idées noires quand vous êtes seule, il faut au mieux vous protéger. Et vous protéger, c'est effectivement aller dans un endroit où les gens et l'équipe médicale prennent soin de vous. Ça me paraît essentiel. Alors peut-être que là, maintenant, il faut choisir un lieu qui vous convienne. Si ça doit être à 200 km, ce sera à 200 km. Parce qu'il faut que vous préserviez quand même votre travail, c'est important ça pour vous. Et je comprends, j'entends bien votre inquiétude. C'est possible ça de décider justement de bouger? Oui, c'est compliqué, mais... Il y a Daniel qui dit qu'il y a des urgences psychiatriques où vous pourriez peut-être aller, non? Qui peuvent vous réorienter dans des cliniques? Oui, après, il y a les cliniques, ouais. Ouais.
Et il y a une clinique près de chez vous ? Non. Non. C'est aussi loin ? Oui. Mais bon, en même temps, vous voyez, si vous êtes en séjour, du coup, ça peut être un peu plus loin. Vous êtes d'accord ? C'est pas comme vous parliez tout à l'heure, faire des allers-retours. Mais là, si vous décidez de vous protéger un peu, en plus, vous rencontrerez un autre lieu, une autre équipe. Ça peut être bien pour vous. Vous pourriez peut-être, votre médecin traitant peut peut-être vous aider là-dessus. Vous en avez parlé de cette peur d'aller dans l'hôpital où vous travaillez, à votre médecin traitant et au psychiatre ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'ils comprenaient. Et qu'est-ce qu'il vous propose ? Le médecin traitant, il me comprend et voilà, il ne me force pas. Ouais. Les psychiatres, ils avaient plus tendance à m'attendre que j'aille régler mes affaires et que je revienne. Ouais. Il y a Daniel qui est en ligne avec nous, qui disait qu'il existait des urgences psychiatriques. Daniel, vous êtes là ? Oui. Oui, bonsoir Daniel. Je parle pas fort parce que j'ai ma petite fille qui dort à côté de moi. Alors on va pas faire de bruit, d'accord. J'espère que je vais bien passer à l'antenne. Oui, on vous entend Daniel. Je suis désolée, j'ai pas saisi le prénom de... C'est Sophie. C'est Sophie, oui. Je la sens très très mal, comme moi j'ai été. Et je veux lui dire qu'il faut pas qu'elle tergiverse et qu'elle se dise ah oui, je vais l'entendre, j'ai des affaires à régler ou je ne sais quoi. Non, elle a peur d'être hospitalisée dans l'hôpital dans lequel elle travaille parce qu'elle est infirmière. Il y a des urgences psychiatriques. Moi, donc, je suis dans le sud de la France. Je me suis retrouvée au Cap 48 à Aix, au CHU d'Aix. Et là, on a un moment de... Si elle est infirmière, elle connaît peut-être. On a un moment où on est au secret, parce que personne ne rentre là-dedans. Pendant 2 jours, 3 jours, le temps de se poser. On voit des psys. Et après, on vous oriente vers des cliniques. Alors, les cliniques peuvent être à, effectivement, 200 km. Mais vous tombez dans des cliniques... Moi, ça m'est arrivé dans le sud et ça m'est arrivé à Grenoble, dans des cliniques où on est pris en charge, personne ne vous connaît, personne ne vous regarde, et vous pouvez vous poser et poser vos problèmes et tomber sur des gens qui vous écoutent. Et ça peut durer, moi, la dernière fois, c'était au mois de janvier, ça durait un mois. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie ? Ça peut être une bonne idée, ce que vous conseille Daniel, non ? Oui. Elle est dans les Hautes-Alpes. Oui, elle est dans les Hautes-Alpes. Et... Il y a, bon, je ne vais pas faire je vais pas faire de la réclame, parce que je suis pas payée pour ça. Mais il y a une clinique à Pont-de-Claix, dans l'Isère. Ça vous parle, Sophie ? Oui, j'y suis allée. Au Coteau ? Oui. Vous y êtes allée ? Oui. Et alors ? Et ça s'est un peu mal passé. J'ai fini en HDT sur Lyon. Ah voilà, c'est l'expérience dont vous parliez. En fait, vous êtes très inquiète de recommencer l'hospitalisation, Sophie, c'est ça le vrai problème. Sophie, je l'ai fait 2 fois. Ouais. La première fois, j'ai dit plus jamais. Et la deuxième fois, j'ai dit... Et la deuxième fois, ça vous a aidé, Daniel ? Énormément. Parce que si elle connaît le Coteau, elle connaît tout l'environnement qu'il y a, avec toute la prise en charge d'ateliers, moi j'ai fait du modelage là-bas, j'ai appris à commencer la sculpture, j'ai fait de la relaxation avec quelqu'un qui fait plus ou moins, parce que c'est pas de la, on n'est pas hypnotisé, mais avec de la musique et tout ça, il vous relaxe. Il y a de la gym, il y a du yoga. C'est une clinique, je veux pas faire de pub là-dessus, mais... Non, mais vous parlez de ce que vous avez vécu. Je suis sortie très très bien. Et vous voyez, là je suis sur Aix et mon mari est toujours à Grenoble. Je vais pas terrible. Je laisse passer l'été parce que j'ai mes enfants, mes petits-enfants, mais je me dis, si ça va pas, je vais peut-être y repartir, faire un stage, parce que je m'y sentais bien, et j'étais écoutée, et on n'est pas en prison,
Et attendez, parce que je mets mon téléphone à charger là. Hein. Mais ce que vous dites, Daniel, là, Sophie, ce qui me semble important, c'est que on revit jamais 2 fois la même expérience. C'est ça que vous voulez dire, Sophie. Moi, j'étais 2 fois, j'ai pas revécu la même chose. Ouais. La première fois, j'y suis allée, je suis restée 15 jours parce que j'en avais honte. Ouais. Et la deuxième fois, j'y suis restée 1 mois. Et je serais bien restée 15 jours de plus. Mais bon, j'avais ma petite fille à prendre en vacances. Donc je suis ressortie. Mais il ne faut pas en avoir. Et je voulais surtout lui dire à Sophie que quand on se casse une jambe, Sophie, on a besoin de canne anglaise pour marcher. Ouais. Quand on va pas bien dans sa tête, on a aussi besoin de canne anglaise. Ouais, vous avez raison, Daniel. Il ne faut pas avoir honte des cannes anglaises qu'on nous propose. Et vous voyez, Sophie, je reçois un SMS vous concernant qui dit « Ce n'est pas honteux d'être malade. Voilà. Il y a des gens très bien portants qui font des dépressions. Et ce qui est important, c'est votre santé. » Oui. Et une dépression n'a rien d'honteux. C'est comme si on se cassait une jambe. C'est tout. Oui, je crois peut-être, Sophie, que à vous entendre, et là je suis assez d'accord avec Daniel, c'est que quand vous parlez de vos collègues, de l'hôpital, on sent que vous avez honte. Je comprends qu'elle n'ait pas envie d'être mêlée à ça. Mais vous savez, moi maintenant, la preuve c'est que je vous le dis, moi j'ai pas peur de dire aux gens, j'ai été au couteau et il y a de grandes chances que j'y retourne peut-être en octobre. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie, de ce que vous dit Daniel ? Oui, j'ai pensé aussi. Et je peux vous dire aussi, mon mari a un mélanome, et on n'a pas honte de dire aux gens qui se mettent au soleil, arrêtez de faire des conneries, parce qu'un mélanome, c'est grave. Oui. Merci, Daniel. On a également Catherine en ligne. D'accord. Bonsoir, Catherine. Oui, bonsoir. Oui, Catherine, vous dit que vous étiez infirmière et justement votre mari est médecin et que vous aviez fait une dépression. Mon mari est médecin. Oui. J'habite une toute petite ville, donc il était impossible de me faire soigner dans la petite ville puisque je connais tous les médecins et les psys de la région. Impossible de me faire soigner dans l'hôpital où j'étais également, pour la même raison que Sophie. Et donc je me suis éloignée volontairement en fait. Et j'ai passé 1 mois dans une structure, pareil que celle qui était nommée. Bon, moi, j'habite pas dans la même région, mais bon, la structure était très intéressante et avec effectivement des psychiatres, des psychologues, des ateliers, de l'ergothérapie, une coiffeuse, enfin bon, beaucoup de choses qui revalorisent la personne. Mais c'est une grosse coupure à faire, mais il est possible de le gérer, il est possible de le faire, et puis. Bon, on voit le résultat quand même. Et Catherine, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Sophie qui a très peur finalement de revivre la mauvaise expérience qu'elle a déjà vécue ? J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Oui. Et donc cette fois-ci, j'avais décidé de m'éloigner exprès justement pour pas revivre ce que j'avais vécu avant dans une ambiance où je connaissais les personnes. Donc j'ai voulu faire une coupure et vraiment partir dans un autre lieu, un autre endroit. Donc c'est le psychiatre qui m'avait suivi sur la petite ville où j'étais qui m'a indiqué ce lieu-là. Donc j'ai été aidée quand même par le psychiatre de ma région pour me trouver un autre endroit, quoi, en fait. Ouais. Sophie, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous conseille Catherine ? C'est vrai qu'il faut que vous trouviez un endroit dans lequel vous vous sentiez bien. Et ça paraît dans l'équipe médicale. C'est important, c'est un contrat qu'elle a avec quelqu'un. Donc, oui. Vous avez raison, Catherine. Qu'elle ait confiance dans cette personne. Si elle n'a pas confiance, il faut qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Ou si elle n'a pas confiance dans la structure, il faut qu'elle essaie une autre structure. Mais il faut qu'elle le fasse. On a un métier qui est très difficile, très dur. Bon, elle est toute nouvelle, apparemment. Moi, j'ai beaucoup plus d'expérience que ça. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans ce métier-là. Et on ne peut pas exercer... on ne peut pas apporter quelque chose à des gens hospitalisés si on n'est pas bien soi-même. Et ça a dû vous aider d'ailleurs dans votre métier, Catherine, par la suite, non ? Pardon ? Ça a dû vous aider dans votre métier par la suite, Catherine, dans votre relation d'aide, justement ? Ça m'a aidé à me revaloriser, à reprendre confiance en moi et puis à repartir dans mon métier un peu plus correctement. Oui, et être plus proche finalement des gens affaiblis, en difficulté. Oui, mais pas en faire état non plus et pas... Et pas m'en servir auprès des gens, ne pas le dire, quoi, en fait.
Bon, ça reste quand même un milieu un peu fermé, un peu tabou. Hein. Elle a raison, en fait, dans le sens où elle dit qu'il est difficile d'être hospitalisé sur son lieu de travail. Oui, je crois qu'elle a raison. Oui, moi non plus. Oui, je crois que. Ouais. D'ailleurs, enfin, Sophie, je pense que vous raisonnez bien pour vous, parce que vous voyez, vous n'avez pas envie d'aller sur le lieu de votre travail, et je crois que vous avez tout à fait raison. Et donc, ce que vous ressentez est juste. Maintenant, vous le dites vous-même, vous avez besoin d'être soutenu, vous êtes dans un moment où vous êtes fragile, il faut que vous vous protégiez, donc vous alliez trouver une structure. Je crois qu'il faut que vous en reparliez à l'équipe médicale qui vous suive. Et son médecin traitant peut aider, apparemment, elle a confiance en son médecin traitant. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie ? Oui, c'est ce que je vais faire. Oui. Écoutez, merci à Catherine de nous avoir appelé. Merci à vous. Je suis passée par là. Il ne faut pas qu'elle ait honte d'être malade non plus, voilà. Ouais. Même en étant infirmière, hein, c'est pas un souci, quoi. Il faut qu'elle fonce dans la guérison maintenant et qu'elle pense à l'avenir et à s'ouvrir des portes pour aller mieux, quoi. Voilà. Oui, merci Catherine, merci à Daniel d'avoir réagi auprès de Sophie et de l'avoir soutenue. Et puis Sophie, je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous allez trouver un lieu qui vous convienne, dans lequel vous allez pouvoir vous reposer, vous retrouver, vous reconstruire. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je sens que même si vous allez vraiment mal, vous en avez. Vous voyez, vous raisonnez, et je pense que vous sentez, effectivement, faites confiance à votre médecin traitant avec lequel vous avez l'air d'avoir un bon rapport. Bon courage, Sophie. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir. Jeff Buckley, Alléluia. Et nous accueillons Julie. Bonsoir, Julie. Oui, bonsoir, Caroline. Alors, c'est Sophie ce soir, mais c'est comme Caroline. J'essaye d'être comme... Non, mais je vous en prie, Caroline est en vacances, elle se repose, elle revient le 23 août. Voilà. D'accord, c'est vrai, oui. Voilà, donc j'ai 40 ans, je suis mariée depuis 18 ans, j'ai 3 enfants, je suis très heureuse dans mon couple, j'ai un mari formidable. Et puis, malheureusement, malgré tout, en parallèle, j'ai rencontré quelqu'un que je rencontre depuis 1 an, occasionnellement, dans mon travail, sur lequel il y a absolument rien eu. Hein. Et puis, il y a de cela 15 jours, à peu près maintenant, un peu plus. Et, je sais pas, il m'a envoyé un mail comme ça par... un petit mail en fonction de notre travail. Et puis ce mail a évolué, et puis on a vu qu'il y avait quand même quelque chose derrière qui s'annonçait. Et on s'est donné rendez-vous, il s'est rien passé parce que je me suis dit c'est pas possible, je suis en train de faire une bêtise. Donc je lui ai dit que je pouvais pas avoir une relation comme ça et faire ça à mon mari. Et puis j'ai relancé. Je me suis pas reconnue, en fait. J'ai relancé le contact avec lui. Et puis, je pense qu'il est très attaché à moi. Et moi, je crois que je commence à l'être. Et je dois le rencontrer demain à nouveau. Et là, et là, j'ai bien peur que... Et là, vous êtes inquiète. Quelle relation vous avez en ce moment ? Alors, vous nous avez dit, je suis attachée à mon mari, il est formidable, on a 3 enfants, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Mais en ce moment, précisément, comment sont les relations avec votre mari ? Mais très bien. Et toujours proche, toujours complice, toujours... c'est pour ça que je ne comprends pas. Et qu'est-ce que vous apporte cet homme-là que votre mari ne vous apporte pas ? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à lui ? Mais je pense que malgré tout, depuis 18 ans, il y a forcément un peu une routine, forcément. Mais pour moi, je me suis toujours dit que jamais je ferais ça et que... Donc c'est le frisson de l'inconnu ? Oui, je pense. Et le fait aussi d'être désiré, parce que c'est toujours... Bien sûr, c'est toujours agréable. Mais même si dans mon métier, j'ai eu... travaillant avec beaucoup d'hommes, j'ai eu différentes occasions, mais c'est pas du tout mon habitude, c'est pas ma mentalité. Et ce qui me fait peur un peu, je me dis... C'est que là, vous commencez à avoir envie de craquer. C'est là que vous vous sentez plus faible dans votre détermination. Et votre mari, vous savez, lui, ce qu'il en est, il est, fidèle. Vous pouvez compter sur lui. Donc, dans le principe de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse, parce que... j'ai honte
Mais vous savez, on peut désirer quelqu'un d'autre. Est-ce que désirer, c'est tromper? Dans une vie, on a tous des rencontres, des moments de doute, des envies, des désirs. C'est une chose de désirer, de voir cet homme, d'être flatté par son désir, et puis de passer à l'acte. C'est pas tout à fait la même chose. Et je suis sûre que demain, je passe à l'acte. Ah, vous en êtes sûre. Donc, vous l'avez déjà un peu décidé. C'est ce qui ouais, aujourd'hui, j'ai bien l'impression, ouais. J'ai bien l'impression, je lui ai fait part de mes doutes, mais là, je suis un peu me rassurer. Je sais que lui, il est marié, ça lui est déjà arrivé d'avoir une aventure. Alors je me dis au début, c'est peut-être un homme qui a l'habitude de faire ça. Oui. Puis à la fois, il a un discours et puis des paroles et des mots qui touchent. Lui, il me dit que ça lui est arrivé une fois en 7 ans. Enfin, une fois, mais pendant 1 an et demi quand même. Donc oui. C'est pas une fois comme ça quand même. C'est une vraie relation pendant 1 an et demi, alors qu'on est mariés. Voilà. Julie, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez pas mal et pas de mal à ce que vous avez construit. Vous voyez, d'essayer Moi, j'ai pas de jugement, vous voyez, moral ou quoi à porter. C'est votre histoire, ça vous appartient et voilà, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, faut le faire, faut pas le faire. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous, c'est qu'est-ce qui est important pour vous, jusqu'où vous pouvez aller sans vous blesser, sans casser quelque chose en vous, dans votre relation avec votre mari. Je pense que c'est toutes ces choses-là qui sont importantes, peut-être de vous voyez, d'avoir bien. Mais en même temps, si ça doit relancer le désir avec votre mari, vous rapprocher peut-être de lui, pourquoi pas. Vous voyez, il faut que vous sentiez qu'est-ce que ça apporterait pour vous, mais protégez votre histoire, vous voyez, avec votre mari. Ah oui, parce que c'est une belle histoire à la fois. Et c'est vrai, je me dis, c'est un peu peut-être dommage de tout risquer. Et puis d'un côté, j'arrive pas à me raisonner. Mais Julie, peut-être que demain, au pied du mur, vous sentirez autre chose. Là, c'est le soir, il y a l'envie, le désir, c'est la nuit, on parle à la radio, et puis que demain, face à lui, tout d'un coup, vous allez vous dire, non, c'est pas possible, ou je peux pas. Enfin, vous voyez, laissez-vous une porte ouverte, parce que là, vous avez l'air de décider, avant de le voir, que ça y est, c'est fait, tant pis, les dés sont jetés. Non, vous ne savez pas. Laissez l'instant. Faites-vous confiance dans l'instant. Parce que c'est dans l'instant que vous serez la plus juste par rapport à la situation. Ouais. Ce que vous risquez pas. Vous voyez, laissez-vous bien libre. Parce que si vous commencez à vous dire, ça y est, je vous sens presque déjà triste, vous voyez, quand vous en parlez. Comme si vous me disiez, je l'ai fait, et puis c'est nul, et puis c'est trop bête, puis j'aime mon mari, et puis mon couple, mon histoire. Vous voyez, j'ai une espèce de sentiment là quand vous me parlez, comme si c'était fait et que vous le regrettiez déjà. Oui, parce que c'est un peu le cas, quoi. C'est un peu le cas, non ? Il s'est rien passé. Oui. Vous voyez ? Même les échanges que j'ai eus déjà, j'ai l'impression que je l'ai trompé. Ah. Oh, vous pouvez avoir flirté. Vous savez, il y a une marge entre le fantasme, le flirt en fantasme, le fantasme du flirt, enfin tout ce qu'on s'imagine, tout ce qu'on se dit. Et puis là, que c'est quand même pas tout à fait la même chose, non ? Ouais. Non, je comprends. Vous avez votre culpabilité, hein ? Ah oui, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Et du coup, vous en voulez. Et plus vous vous sentez coupable, plus vous avez tendance à vous dire coupable pour coupable, allons-y, quoi. Je sais pas, mais c'est surtout parce que j'ai envie à la fois. Ouais. Et c'est là où je me dis, mais je me demande ce qui m'arrive, quoi, un peu. Ouais, mais vous voyez, il y a Mireille qui dit attention à ne pas lâcher la proie pour l'ombre, qui envoie un SMS. Faites attention à vous, Julie, parce que bien sûr, il y a du désir, bien sûr, il y a de l'envie, et puis. En même temps, si ça doit se passer, ça se passe, mais protégez votre histoire, alors. Protégez bien votre couple. Ouais. Ah, on a une réaction à votre... on a Karim, en fait, qui réagit à votre appel. Bonsoir, Karim. Bonsoir, oui, Sophie. Vous disiez que vous aviez vécu quelque chose de semblable. Oui. Ouais. Oui, j'ai vécu quelque chose de semblable. En fait,
j'étais dans une histoire où tout se passait très bien, justement comme le décrivait Julie. Et puis au détour d'une soirée, des regards échangés, une rencontre. Enfin, c'était pas exactement le cas puisque la personne je la connaissais pas au préalable. Et donc on a échangé des numéros de téléphone. Et puis quelques temps après, j'ai hésité à rappeler parce que tout allait bien. J'étais amoureux de la personne avec qui j'étais. On était sur un petit nuage. Et puis je ne sais pas pourquoi en fait, j'ai fini par rappeler. Et je me souviens très bien que le jour où j'ai fait le numéro de téléphone, j'ai hésité. J'ai longtemps hésité et je me demandais si je faisais pas une bêtise. Parce que je savais que de toute façon, c'était une manière que j'allais poser un acte en fait et que effectivement, j'allais peut-être pas pouvoir, j'allais pouvoir le gérer. Comme disait Julie, continuer en fait dans une manière de prendre la décision d'y aller en fait. Ouais. Et finalement, donc, on s'est vus. Finalement, on a vécu une petite histoire. Et la culpabilité, le remords ont été terribles. Et ça a abîmé votre couple, Karim ? Je me souviens très bien en fait de la première nuit qu'on a passée ensemble. Le lendemain, il y avait un beau soleil, quoi. J'étais dans la rue, je me disais mais qu'est-ce que t'as fait en fait ? Et ça a abîmé, oui, effectivement. Ça a abîmé. Donc ce que je voulais dire en fait à Julie, j'ai entendu ce qu'elle raconte et j'ai bien senti ses doutes, en tout cas, enfin cette peur, ces craintes. On la sent déjà coupable, hein. Oui, de laisser aller. Genre, je veux simplement dire ça. Effectivement, souvent on entend, on entend des histoires où des personnes se retournent vers d'autres personnes quand ça va pas, quand il y a des doutes, quand dans le couple il y a des problèmes, etc. Mais là, apparemment, j'ai simplement envie de dire tout simplement une chose. C'est pour ça que j'ai eu envie d'intervenir, un peu comme je sais pas, mais je voudrais dire... Comme pour la mettre en garde. Exactement, voilà. Ouais, alors, ce qui est intéressant, on a également, Karim, un SMS de David qui va dans votre sens et qui dit après le désir, c'est plus difficile à gérer. En êtes-vous capable de garder pour vous la tromperie ? Je crois que Julie, c'est vrai que c'est votre capacité à vivre cet événement dans votre vie amoureuse qui vous permet de décider. Parce que, vous voyez, il y a en même temps, je reçois un autre SMS qui dit un peu l'inverse, autant passer à l'acte, parfois on est déçu, alors on arrête de fantasmer. Vous voyez, après, c'est à vous de voir jusqu'où vous pouvez le gérer. C'est-à-dire, est-ce que vous vous blessez ? C'est là où je disais, faites attention à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous blesser et du coup vous sentir tellement coupable, et ce que dit un peu Karim, c'est-à-dire que du coup, ça va abîmer votre jolie histoire avec votre mari, et vous dites que vous tenez à lui. Voyez-vous, vous me diriez, je m'ennuie, voilà. Voilà, c'est pas le cas. Hein. Voilà. Ça serait légitime, en fin de compte, de se dire pourquoi est-ce que je me fais du mal, je m'ennuie, etc. Voilà. Et la fin de mon histoire, en fin de compte, c'est que justement cette fameuse culpabilité a fait que moi j'en ai parlé. Alors, après coup, je me suis dit que j'avais eu votre femme. Je me suis débarrassé d'un fardeau et que je lui ai redonné, en fin de compte, cette culpabilité que j'avais, avec laquelle j'avais du mal à vivre. Et c'est ce qui a tout déclenché. C'est bon. Après, tout ça n'allait plus, on va dire. Alors qu'elle m'a dit, de toute façon, c'est pas grave. Si tu en as eu envie, etc. Oui, mais en fait, elle a été trop blessée. Mais elle a été profondément blessée. Ouais. Et ce que je veux dire, en fait, par rapport à son compagnon, c'est que c'est parce qu'il est, justement, d'après ce que j'entends, exemplaire, entre guillemets, que la culpabilité va être d'autant plus forte. C'est très juste, Karim. Vous avez tout à fait raison. Et que de toute façon... Parce que si son conjoint la trompait, elle n'aurait aucune culpabilité. Exactement. Elle pourrait trouver, en fin de compte, quelque chose pour se rassurer, pour vivre avec. Alors après, il y a deux choses. Le dire... Moi, j'ai appris à mes dépens que de toute façon, dans ces cas-là... je pense qu'il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire, voilà, parce que le dire, ça sous-entend être... on voudrait se dire, je suis honnête, en fin de compte, non, on se débarrasse finalement d'une culpabilité, on en fait profiter l'autre.
Et ne pas le dire, dans ce cas-là, justement, avec cet homme qui est justement aussi, on va dire, irréprochable, entre guillemets, en fait, on est coincé, quoi. Le dire n'est pas bien, ne pas le dire n'est pas bien non plus, quoi. En fait, ce que dit là un SMS de Louison, c'est si vous vous sentez coupable, ne le faites pas. Et puis, en même temps, il y a Eva qui dit, si vous concevez cette expérience de façon saine et dans le respect des autres et de vous-même, de votre couple, je ne vois pas d'incompatibilité. Gardez juste à l'esprit ce qui fait profondément sens pour vous. En fait, là, vous voyez, Julie, entre tous les SMS que je reçois, ce que dit Karim à l'antenne, c'est comment vous vivez-vous cette situation, votre culpabilité? Vous voyez, quel est le bon que vous en tirez et le mauvais? Il y a à un moment donné une balance qui se fait. S'il y a trop de mauvais, surtout n'y allez pas parce que là, vous allez vous blesser. Par contre, si le désir est très fort et si vous en ressentez le besoin pour X, Y raisons qui vous appartiennent parce que vous sentez que cette relation peut vous nourrir dans des zones où votre couple vous nourrit plus, voilà, après c'est à vous de bien sentir. C'est pour ça que laissez la porte ouverte demain, allez au rendez-vous, ne vous obligez en rien. C'est pas parce que vous acceptez un rendez-vous que vous acceptez de coucher avec lui, Julie. Non, bien sûr. Vous voyez ? Et il y a une distance entre les deux. Donc au pied du mur, vous pouvez dire non, moi je le sens plus, je le sens pas, voilà, parce que vous serez bien ancré en vous-même. Et puis si oui, le désir est là, est très important, vous le sentirez. Mais c'est vrai que par rapport à la culpabilité, je vois bien déjà, je suis différente aujourd'hui, depuis quelques jours avec mon mari. Il le voit, il voit déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il l'a senti déjà. Alors qu'il n'y a rien eu. Oui. Et excusez-moi si je peux me permettre de dire encore une chose. Non, allez-y, Karim. C'est que, en fait, il y a aussi une chose qui m'a un peu questionné, c'est que ce monsieur, on va dire le prétendant, que je ne connais pas, mais en l'occurrence, pour avoir dit je ne l'ai fait qu'une fois. Oui, pendant un an et demi. Un an et demi. Oui, on est d'accord. Moi, je ne veux pas porter de jugement sur ce monsieur parce que je ne le connais pas, mais en fin de compte, un an et demi alors qu'on est dans une relation, parce qu'il y a aussi ce que vous pouvez vivre avec lui ici, bon d'accord, le temps que ça peut durer, mais après il y a aussi la tournure que peut prendre cette histoire, à savoir à quelle personne avez-vous affaire, etc. Cette personne qui a pu vivre un an et demi caché dans une relation, etc. Donc je veux dire par là que c'est peut-être le début de sacrés problèmes aussi, parce que c'est pas une nuit ou 2 nuits qu'on passe comme ça avec sa culpabilité ou pas. Ça peut aussi être l'entrée dans une espèce d'engrenage finalement qui peut faire énormément de mal autour de soi, quoi. Oui, c'est sûr. En plus, j'ai toujours eu beaucoup de confiance, et mon mari aussi, et j'ai même du mal à trouver un moment pour le rencontrer parce que il y a beaucoup de transparence dans ma journée. Oui, et je crois, Julie, que Karim a effectivement raison de vous mettre en garde par rapport aux conséquences. En tout cas, merci beaucoup, Karim, de votre appel, parce que vous avez été très juste et votre témoignage était très intéressant. On a Mireille également en ligne, Julie, qui voudrait témoigner auprès de vous. Bonsoir, Mireille. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, Mireille, c'est à vous. Oui. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai connu quelque chose d'à peu près semblable. J'avais un compagnon depuis à peu près 4 ou 5 ans. Tout se passait bien, c'était formidable. Et puis j'ai rencontré quelqu'un il y a eu comme une espèce de coup de foudre, alors que j'aimais toujours mon compagnon. Et on a eu l'occasion de se retrouver, et moi j'y suis allée vraiment, je me souviens, j'habite en région parisienne, et lui non, donc il fallait faire un peu de route, et ma voiture avait des ailes. Et Mireille, quel conseil vous donnez à Julie? Moi, comme je disais, ce qui m'est arrivé, c'est que il y a eu et ça c'est terrible, il y a eu entre guillemets, fantôme de mon compagnon. Qui vous a gâché l'histoire. Voilà. Et ça a été terrible. Terrible. Et du coup, c'était gâché. Oui, parce que l'autre m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, ne me rappelle plus jamais, salut. Enfin, ça a été très violent. Et je suis restée libre à ballant. Je me suis aperçue que j'avais
imaginer autre chose et en fait j'en étais pas capable. Donc ça peut arriver ça. Ouais, merci Mireille de votre réaction. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie? Oui, vous voyez, c'est toujours, on est toujours sur ce même sujet de, voilà, faites attention à vous, essayez de bien comprendre ce qui se passe en vous pour pas. C'est là où je me dis, je me reconnais pas parce que jamais j'ai été comme ça. J'ai toujours su dire non, en disant non, je suis bien. Et puis voilà, là, je sais pas pourquoi, je me dis, c'est l'âge. Non, mais vous savez, Julie, je crois que, et on va se quitter là-dessus, c'est important que vous restiez bien présente dans l'instant demain et que vous ayez bien confiance en vous. Ne vous jugez pas. Dites-vous pas, je me reconnais pas, qu'est-ce qui m'arrive, oh là là. Soyez bien au contact de vous-même, sans jugement moral sur vous. Voilà, vous êtes une femme, vous avez une vie, des besoins, des envies, des désirs. Essayez de rester bien en contact avec vous-même et d'être le plus authentique possible par rapport au lien qui vous unit à votre mari et puis à cette histoire qui vous tente. Vous voyez ? D'accord. Je vous remercie de vos conseils. Je vous en prie, Julie. Bonne soirée et bonne nuit. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Gaëtan Roussel, dis-moi encore que tu m'aimes. Voilà, une chanson d'amour pour clore un sujet d'amour. On a Petite Plume qui dit à Julie que Karim a beaucoup de bon sens, vraiment, et quant à Julie, qu'elle soupèse bien les plus ou les moins que cette relation pourrait induire. Voilà, vous écoutez Europe 1, il est 1h, je vous retrouve demain, appelez dès 22h30 au 39 21 et tout de suite le flash avec Rémi Ferreira. Bonsoir Rémi.